Alors moi je vais faire plusieurs vœux, mais chacun va être court. Évidemment des vœux de paix pour toutes celles et ceux qui souffrent de la guerre, notamment en Ukraine, mais aussi en Afrique subsaharienne, au Congo et malheureusement dans beaucoup trop d'endroits du monde. Des vœux de victoire aussi pour celles et ceux qui défendent la liberté, notamment en Iran. Des vœux pour la démocratie trop fragile à beaucoup trop d'endroits du monde. Je pense notamment au Brésil, à la Chine, à la Russie. Et puis des inquiétudes aussi pour ce qui se passe aux États-Unis. On a vu les difficultés magistrales à élire un speaker dans leur parlement. On voit aussi qu'on revient en ce moment sur l'événement du Capitole, au moment d'ailleurs où se passe plus ou moins la même chose au Brésil, et en montrant que le président de l'époque avait eu une implication, non seulement une implication, mais une implication centrale dans cet événement assez inquiétant pour la démocratie. Et tout en se disant qu'on regarde ça de loin avec nos yeux français, mais qu'il faut toujours se rappeler que le pire n'est jamais très loin non plus dans notre pays, toute proportion gardée, mais il faut se dire qu'on reçoit quand même en ce moment des signaux faibles un peu inquiétants, notamment l'arrivée en masse du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, mais aussi les relations qui existent entre eux et d'autres partis républicains et la majorité gouvernementale. Moi, j'ai été assez stupéfaite. Alors, je sais depuis quelques semaines maintenant qu'aujourd'hui, c'est la niche parlementaire du Rassemblement national à l'Assemblée. C'est comme ça, c'est la vie démocratique. Ils y mettent bien ce qu'ils veulent. En l'occurrence, parmi les plusieurs textes, il y en a un sur le port de l'uniforme au collège, qui n'est pas le pire des trucs qu'ils proposent dans la vie. Ils proposent des choses encore plus inquiétantes. Nous, il se trouve qu'on n'est pas d'accord. Voilà, ça c'est un autre débat. Mais voir hier Brigitte Macron sortir sur le sujet pour dire que c'est une bonne idée, est-ce qu'elle a le droit de penser par ailleurs? Mais pourquoi la femme du président de la République, hier, fait une sortie sur l'uniforme pour dire que c'est une très bonne politique publique, la veille du jour où le Rassemblement national pose ce texte dans sa niche? Je trouve que les digues sont en train de céder une à une et que c'est extrêmement inquiétant. Je ne sais pas à quoi ils jouent, mais je sais ce qu'ils peuvent perdre et surtout ce que nous pouvons tous perdre. Ensuite, évidemment, formuler des vœux pour l'Europe, dont on n'a en réalité jamais eu autant besoin, d'une Europe forte et fédérale, c'est pourquoi nous nous battrons dans les mois qui viennent jusqu'à l'élection européenne, évidemment après. Vous dire aussi que nos députés européens, souvent dans l'ombre, parce que en réalité, à part pour parler d'alliance électorale à gauche, on parle très peu d'Europe dans ce pays, et que tout le travail qu'ils font intéresse beaucoup moins que ce qu'on pourra faire en 2024, et c'est bien dommage. Alors, on discute beaucoup avec eux, on avait encore un conseil politique hier avec nos grands élus. Il faut que vous sachiez quand même que Mounir Satouri, par exemple, vient d'obtenir la création d'un SMIC européen. Et ça, peu de monde en parle en France, c'est une avancée majeure sociale pour les années qui viennent pour les citoyens européens. La fin des véhicules thermiques aussi a été arrachée par les écologistes au Parlement européen. Et puisque nous connaissons insuffisamment le travail des députés européens, nous organiserons dans les mois qui viennent un événement pour former nos militants. Vous y serez invités aussi et pouvoir montrer aux Français à quoi servent les députés écologistes à l'Europe. Et vous verrez que même si nous ne sommes pas assez nombreux, nous faisons beaucoup de choses. Nous ferons le même travail avec nos maires qui font un travail remarquable, qui change la vie de millions de Françaises et de Français quotidiennement. Je prends l'exemple de la métropole de Lyon, mais ils expérimentent le revenu jeune. Ils expérimentent dans le cadre de France Travail le RSA, mais pas comme vont faire beaucoup de territoires en France. Ils l'expérimentent à leur manière, on teste, on défriche, on essaye des méthodes d'insertion dont on pense, dont on estime qu'elles seront plus efficaces que les méthodes répressives du gouvernement et de la droite sur le RSA. On verra ce que ça donne, mais au moins on essaye, on expérimente, on fait des choix courageux, on le fait dans toutes les villes de France. Je prends un autre exemple qui me tient à cœur, c'est le droit aux vacances de Léonore Monconduit. On dit souvent que l'écologie c'est un truc de riche, que c'est pas pour les pauvres. Moi je dis souvent que j'imagine un peu qui a intérêt à dire ça et pourquoi, et que à un moment, évidemment que l'écologie c'est pour tout le monde, évidemment que l'écologie c'est émancipateur, et donc en particulier pour les personnes les plus précaires, et que sûrement que les 1%, celles et ceux qui ont des revenus proportionnellement non mérités par rapport à leur travail, on va le formuler comme ça, c'est pas vrai qu'on peut gagner 100 000, 10 000, 1 million fois plus que certains et que ça peut être juste, quoi qu'on fasse dans la vie, et quels que soient nos talents personnels, que ce soit au foot, à la bourse ou dans l'exploitation des ressources naturelles. Ces personnes-là sont les personnes qui mettent chaque jour notre climat en danger. Moi, je me suis fait fact-checker la semaine dernière, il y a 2 jours, parce que j'ai dit que les enfants qui naissaient en 2023, on ne savait pas leur garantir l'habitabilité de la planète en 2050, dans 30 ans. Et le fact-checking s'est arrêté rapidement parce que je donnais des éléments très subversifs, comme les rapports du GIEC.
Et la dame a fini par dire, oui, mais en fait, ok, bon, d'accord. Et le fact-checking s'est arrêté. Et ça, on le sait. Et donc, du coup, faire croire que l'écologie, c'est un truc de riche et que c'est pas pour les pauvres, peut-être que c'est pour que les pauvres ne s'y intéressent pas, parce que beaucoup de monde n'a pas intérêt à ce que cette société-là advienne. Mais en réalité, ceux qui n'ont pas intérêt à ce que ça advienne sont beaucoup moins nombreux que ceux qui ont intérêt au changement. Et c'est une clé assez forte pour la suite. Les maires écolos, donc c'est des mesures qui sont aussi très populaires, comme le droit aux vacances que porte Léonore Monconduit à Poitiers. C'est extrêmement important, c'est du bio à la cantine pour toutes et tous, c'est des arbres, et l'accès à la nature est une mesure éminemment sociale. C'est pas juste par amour des arbres et des oiseaux, c'est parce que l'accès à la nature est injuste aujourd'hui en France, que l'accès à la nature est bon pour la santé, que l'OMS par exemple montre bien une corrélation entre la proximité à un espace vert et la santé. C'est ce qu'on avait vu à Colombes, qui, quand les écologistes ont gagné la ville, avait 4 mètres carrés d'espace vert par habitant, qui ont l'objectif d'arriver à 8 à la fin du mandat, parce que tout cela prend du temps. Et l'OMS, pour des villes de cette strate, préconise 12 mètres carrés par habitant. Avoir un espace vert à côté de chez soi, c'est avoir envie de sortir, c'est bouger, c'est faire du sport, c'est rencontrer ses voisins. Et c'est aussi, évidemment, ça a un impact très concret sur la qualité de l'air, puisque ce sont des corridors entre... Je suis nulle en autoroute, mais je crois que c'est la 86 qui passe là. Et qui, s'il n'y avait pas ce corridor, les personnes auraient leurs fenêtres vraiment collées au trafic routier et donc à tout ce qu'ils peuvent émettre comme polluants atmosphériques. Ces politiques écologistes, elles sont écologistes, elles sont sociales et elles changent les vies aujourd'hui en France. Alors oui, évidemment, je veux aussi faire un vœu pour l'écologie, pour que 2023 soit enfin l'année du climat. Évidemment, c'est une année clé. On voit que le dérèglement climatique va beaucoup plus vite que prévu. C'est quelque chose qui est assez angoissant. La revue Science, comme on dit, a montré en décembre que les glaciers au Groenland fondaient 100 fois plus vite que prévu. On voit les températures que l'on a eues en décembre qui sont un record, mais c'est pas un record exceptionnel, c'est un record après une année record. Après une année record, on bat tous les records, mais jamais dans le bon sens. Et pendant ce temps-là, le président a l'air surpris et nous dit qui aurait pu prévoir. C'est pas juste un dérapage, c'est l'un des discours dans l'année du président qui est le plus relu. Il est écrit par beaucoup de personnes, il est relu par beaucoup de personnes. Il paraît même que Brigitte Macron a fait la dernière relecture. À quel moment, en France, en 2022, quand j'imagine, des dizaines de personnes relisent ce discours, personne ne se rend compte que cette phrase ne va pas. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle de voir des canons à neige, du coup des canons à eau, fonctionner à plus 6 degrés sur des pelouses. Il n'y a pas de neige au sol. C'est de la dépense énergétique en l'air. Ça m'interpelle de voir des panneaux lumineux allumés la nuit. Ça m'interpelle de voir que ça n'avance pas et que la France, avec un ministre de l'Intérieur qui quand même est assez vindicatif et comme prévu, la loi séparatisme qu'il avait fait voter, est en train d'être appliquée méthodiquement, petit à petit sur le territoire, à des écologistes. Parce qu'ils font quelque chose de très grave qui s'appelle la désobéissance civile non violente. C'est même pas qu'ils désobéissent, c'est qu'ils font des formations ou des débats sur la désobéissance ou des formations pour apprendre aux gens la non-violence. Ça, dans ce pays, aujourd'hui, c'est interdit. Interdit par un gouvernement. J'étais avec Dernière Rénovation, qui sont peut-être un peu chocs dans leur action, mais ça reste non-violent. J'étais à leur procès lundi matin. D'ailleurs, ils ont eu une dispense de peine. Le tribunal a reconnu la légitimité de leur action. Ils avaient des témoins. Alors, il se trouve que je suis arrivée au procès les soutenir, je connaissais leurs témoins. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Tu étais à l'action. Et il me dit, non, moi, je suis témoin de l'inaction. Ils avaient 3 témoins de l'inaction climatique, qui expliquait que l'action était légitime puisqu'il avait une inaction de gouvernement. La vérité, c'est que oui, il y a des désobéissants dans ce pays. Chez nous, de la désobéissance inoffensive et non-violence, et il y a la désobéissance quotidienne du gouvernement. Ils désobéissent tout le temps sur beaucoup de sujets. Ils désobéissent sur les seuils réglementaires de la qualité de l'air, ils désobéissent sur les objectifs sur le climat. On devait baisser pour atteindre les accords de Paris, c'est-à-dire contenir le réchauffement global de la planète à 1,5 degré en 2050. On doit baisser entre 6 et 7% de nos émissions de gaz à effet de serre par an. Et à chaque fois, on nous dit non mais là, on n'y arrive pas, mais là, vraiment, on a un super plan. Et bien, le super plan, en 2022, s'est traduit par pas de baisse des émissions de CO2 en France. Et donc, évidemment qu'on cherche d'autres méthodes d'action, évidemment qu'on cherche à interpeller. Ils désobéissent aussi sur la chasse. Ils prennent des arrêtés de chasse contraires au droit européen. Les associations, les mêmes qui sont poursuivies au tribunal, doivent faire des recours en justice française, européenne, pour faire tomber ces arrêtés qui tombent un à un, parce que la France autorise à chasser des espaces protégés, contrevient au droit européen. Ils désobéissent aussi sur leurs propres objectifs, ceux qui fixent en France,
sur l'objectif sur les ENR. Il devait être à 23% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité en 2022. Ils étaient à 19%. C'est le seul pays européen qui ne respecte pas ses propres objectifs. Et déjà, leurs objectifs étaient bien plus faibles. Je rappelle que l'Allemagne est à 50%, quasiment qu'à 50%, 49% cette année, et qu'ils seront en 2030 à 80% d'énergie renouvelable. Ils désobéissent aussi sur le droit au logement. Ils désobéissent sur les règles élémentaires d'accueil des personnes en asile. Et donc, il faut dire, oui, que peut-être qu'on peut avoir un débat sur la désobéissance dans ce pays, mais qu'on n'y sera pas forcément au centre. Et donc, oui, nous rêvons que le gouvernement obéisse à ses propres lois, puisque ça a l'air de leur tenir à cœur l'obéissance. Évidemment, je veux aussi faire un vœu pour les plus fragiles, et notamment en France, puisque nous faisons de la politique en France, et donc après avoir parlé du monde, on va parler de la France. Je veux faire un vœu pour les exilés qui sont pourchassés, pour les personnes en fin de droit qui sont trop nombreuses et qui le seront encore plus grâce aux réformes vraiment très sociales qu'organise le gouvernement sur l'assurance chômage et sur les retraites, aux aînés qui souffrent de la solitude, aux enfants à la rue. On a eu, quand j'ai rencontré Elisabeth Borne en décembre, un échange sur le sujet, puisque je lui disais qu'il était très important pour nous, on était le 21 décembre, qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue pour Noël. Ça nous paraît quelque chose d'élémentaire et qui est faisable, même en quelques jours. Et elle nous disait, bah non mais... on pense que c'est pas vraiment un problème puisqu'il y a des places libres dans les gymnases. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de demande. Et c'était un moment assez déroutant. J'ai ensuite vu le ministre du Logement dire sur Twitter objectif atteint 0 enfant à la rue le lendemain. J'étais le jour même au téléphone avec plusieurs associatifs qui me disaient mais rien qu'en Seine-Saint-Denis, il y en a 300. Et 300 qu'on compte, donc c'est sous-estimé. Comment un ministre du Logement peut sur Twitter dire promesse tenue 0 enfant à la rue? Et donc, évidemment qu'on a des sujets à débattre et que notre rôle est exactement d'alerter sur ça et qu'on continuera à le faire. Pour ces plus fragiles, nous faisons le vœu que notre société soit moins égoïste, plus douce, et en tout cas, nous serons toujours à leur côté. Ça me conduit à un vœu aussi de cohésion, pour finir, qu'on arrive à fédérer. Fédérer plutôt que cliver, c'est notre mot d'ordre, c'est ce que nous avons beaucoup débattu pendant le congrès, c'est ce que nous avons choisi de nous appliquer dans le parti. Ça nous rend quand même sacrément efficace, donc on va continuer. Et puis, on va aussi souhaiter ça pour la France, parce que finalement, je vous le disais tout à l'heure, ils sont quand même très peu nombreux, les personnes qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. J'avais cité au congrès à Rungis le Léviathan en disant ils sont debout parce que nous sommes à genoux. Et je pense que ce qui va se passer, là, dans quelques jours, avec cette mobilisation en fait, c'est que les personnes qui sont à genoux pour l'instant et dont nous pouvons à un moment de nos vies faire partie, et même collectivement par une forme d'inertie, de découragement, de ne pas savoir comment faire, etc. Ces personnes, leur consentement, leur propension à consentir à ce système de domination, à l'intérioriser, à se dire qu'on ne pourra pas faire autrement, est usée jusqu'à la corde. Et ce que l'on souhaite qu'il se passe dans les semaines qui viennent, c'est que les gens se lèvent. Qu'ils se lèvent pour leur retraite, qu'ils se lèvent pour le climat, et c'est ce à quoi on travaille, nous écologistes. Chacun est à sa place dans ce mouvement. Les syndicats sont à leur place, les partis politiques sont à leur place, et la famille écologiste, qui est un peu syndicale, un peu politique, un peu associative, est en train de travailler au fait que se rejoignent ces deux mouvements. Le mouvement pour les droits sociaux, retraite, nous y sommes les deux pieds dedans, et le mouvement pour le climat, parce que quand vous discutez avec des jeunes de dernière rénovation, ils vous disent « mais nous, le climat, c'est absolument pas notre problème ». Comme je l'ai dit à Elisabeth Borne dans son bureau, dans 30 ans, ça n'existe pas. Elle m'a dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, parce qu'il n'y a pas dans 30 ans. Si vous continuez à faire ce que vous faites, ou plutôt ce que vous ne faites pas, il n'y a pas dans 30 ans. Et donc ces jeunes nous disent, on a 3 ans pour sauver le climat, et donc nous, c'est ça notre priorité. Vous faites les retraites, c'est bien, mais nous, on n'a pas le temps. Et donc on est en train de discuter avec eux, c'est le sens de la soirée Twitch qui est organisée lundi entre Philippe Martinez et eux, et c'est pas un débat, c'est un moment qu'on veut créer. Je rêve de cette rencontre depuis longtemps, pour bien connaître Philippe et bien connaître ces jeunes. Et il aura lieu, il sera animé par Usul lundi, et ce qui serait intéressant, c'est qu'on en sorte avec des choses concrètes et des liens en fait qui se tissent. C'est sûrement ça notre rôle d'écologie politique. Je vais finir par une phrase de Lao Tzu qui disait « Mieux vaut allumer une bougie que de maudire les ténèbres ». Alors je sais qu'on est souvent caricaturé les écologistes pour notre rapport à la bougie. Je ne vous dis pas ça juste pour vous parler nucléaire et ENR, je vous dis ça parce que évidemment que dans les jours qui viennent, on va être amené à beaucoup se mobiliser contre cette réforme des retraites. Et ça va occuper beaucoup de notre temps militant. Mais ne pensez pas que parce que vous nous voyez dans la rue, que vous nous entendez au meeting NUPES, de Ruffin, on sera de toutes les initiatives. Chaque fois qu'on nous invitera pour être contre cette réforme des retraites, nous serons là. Ça, c'est ce que vous allez voir.
Et dites-vous bien que c'est comme l'iceberg, il y a la partie que vous voyez et il y a ce que vous ne voyez pas. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que nous sommes au travail sur la suite. Ce que nous avons fait depuis des mois dans le Congrès, quelle que soit notre motion, nous réfléchissions à l'après. Nous réfléchissions à un plan pour gagner la bataille culturelle, pour fédérer la classe écologiste qui est majoritaire dans ce pays mais qui n'est pas consciente d'elle-même, qui n'est pas structurée, pas organisée, alors qu'en face ils le sont énormément. C'est ça que nous faisons. Nous allumons une bougie tout en combattant la réforme des retraites. En tout cas, nous ne sommes pas dans un désarroi, dans un truc où on serait le dernier rempart et donc on se contente d'être derrière la ligne Maginot de nos droits sociaux en résistant. On sait le faire, on va le faire, mais pendant ce temps-là, on fait aussi autre chose et on prépare l'après. C'est tout le sens des états généraux de l'écologie qu'on lancera en fin de mois. Vous aurez bientôt un rendez-vous. D'ailleurs, peut-être que ça ne s'appellera pas comme ça. Sachez qu'on est au travail depuis des semaines, y compris pendant les congés de fin d'année, pour organiser ce temps, pour trouver les bonnes méthodes, parce que la démocratie ouverte, on l'a vu avec la conférence d'Emmanuel Macron sur le climat, qui avait beaucoup plus de moyens, disons-le, mais ça ne s'improvise pas. Proposer des grands débats, on l'a vu aussi avec les Gilets jaunes, pour qu'à la fin il ne se passe rien, et que les gens qui ont été tous remplir les cahiers de doléances en mairie, on ne sait même plus où sont ces cahiers, il y a des chercheurs qui essayent d'y accéder, personne ne sait, enfin ils sont un peu partout et pas très accessibles. Nous, on va faire autrement. Ça prend un peu de temps, ça demande un peu de concentration, de sérénité, c'est pour ça qu'on le fait un peu à l'ombre entre nous, mais sachez que les forces vives de notre mouvement en ce moment préparent ça. Et que ces états généraux que nous lancerons en fin janvier se traduiront par des mois de travail sur le terrain, des mois de débat, pas juste entre écologistes, pas juste entre nous, mais avec les Françaises et les Français, que ça intéresse quoi qu'ils aient à nous dire. On a envie de l'entendre. On va se taire, alors on va crier dans la rue, ça y a pas de problème, mais on va se taire et les écouter. C'est François Thulier n'est pas là, mais il aurait été content, je cite son pédagogue préféré, Paulo Freire, qui est un pédagogue brésilien, et qui dit souvent, qui parle de la pédagogie de l'opprimé. Chez les Verts, on a pu dire, on a échoué à la présidentielle. Je dis de mal de personne en disant ça, c'est tout le monde, c'est un aveu très clair, un constat d'échec. On a échoué à parler aux classes populaires à la présidentielle. Alors il y a une méthode qui pourrait être d'aller les voir en disant, bah alors, non mais en fait vous n'avez pas compris, donc on va mieux vous expliquer. Peut-être que juste, pédagogie de l'opprimé, c'est nous qui avons à apprendre d'eux. C'est-à-dire qu'il faut qu'eux, elles, nous expliquent pourquoi ça leur parle pas. Ça sert à rien qu'on leur explique plus fort, ça sert à rien qu'on leur explique plus vite, ça sert à rien que les mêmes qui ont essayé d'expliquer que ça n'a pas marché leur re-expliquent. Si quelqu'un qui habite les ruralités ou un quartier populaire dit qu'il ne se sent pas incarné par les personnes qui parlent à la télé pour nous, c'est lui qui a raison. C'est lui qu'on doit convaincre. L'électeur a toujours raison à la fin. Et donc, si ils n'ont pas été convaincus, nous devons entendre pourquoi et nous devons construire, non pas pour eux, mais avec eux, le futur mouvement d'écologie politique. C'est ça qu'on va faire. On vous a dit qu'il s'appellerait les écologistes, ça c'est ce qu'on a voté au Congrès, mais tout le reste est à écrire, et même sur le nom, j'ai toujours dit que si on trouvait une meilleure idée, on serait ouvert parce qu'on va aller en marchant. Alors quand je vous vois individuellement, les gens veulent des détails, savoir exactement comment on va faire. Et ben vous savez quoi, on ne sait pas encore, parce qu'on accepte de faire confiance à des prestataires, de se laisser quelque part dessaisir, dépasser au sens propre du terme. Quand on dit mais à la fin, votre truc les écologistes, ça sera comment? Ça sera un parti, ce sera un mouvement, les statuts, ce sera quoi? Et la proportionnelle, j'en sais rien. Je suis très contente de n'en savoir rien. Je suis très contente de ne pas toute la journée réfléchir à où je vais être à la fin, parce que je veux me laisser porter par ce processus, et je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun à la direction. On a envie d'y croire, on a envie d'organiser ça. On pense que c'est utile, pas juste pour nous, Europe Écologie Les Verts, c'est utile globalement pour l'écologie. Et je peux vous dire que je discute en ce moment, je rencontre toutes les forces vives écologistes, associatives, société civile. Je pensais qu'il y aurait une réticence qui me dirait, bon bah ça c'est votre histoire, bon courage, c'est bien que ça existe. Les gens ne peuvent pas s'engager publiquement. Mais je n'ai pas vu une seule personne, dont des gens dont je sais qu'ils sont très critiques, non pas de nous, mais de la politique de manière générale, qui disent c'est hyper important, on sera là. Sur les retraites, on sera là, bon courage. Sur le nucléaire, il faut repartir à l'offensive, c'est ce que nous avons fait. Sur la chasse, il ne faut pas se laisser faire, c'est ce que nous avons fait. Et donc nous allons, en équipe, tout le peuple de l'écologie, repartir à l'offensive, soudé, organisé. C'est notre travail pour l'année 2023 que je vous souhaite donc pour finir écologique.